On s'intéresse ce soir aux dangers liés au blanchiment artificiel de la peau. Les médecins sont catégoriques. Les produits éclaircissants utilisés comportent des risques pour la santé. C'était un 13 avril en 1975. Le pouvoir de François Tombalbaye tombe. Nous serons ce soir au Tchad pour l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Tout d'abord, en bref, ce grave accident de la circulation à Cocody, Carrefour La Vie, une collision entre un camion de ramassage d'ordures et un taxi a fait aujourd'hui 5 victimes, dont un décès. On rappelle ces chiffres de l'Office national de la sécurité routière. La Côte d'Ivoire enregistre chaque année 6000 accidents de la route. À Conti, au Togo, Kessal au Sénégal et ici en Côte d'Ivoire, Tchatcho, une kyrielle d'appellation pour désigner le blanchiment de la peau, une pratique qui n'est pas sans conséquences. Les médecins sont catégoriques, les produits utilisés font des ravages sur la peau, mais comportent aussi des risques pour la santé. Nous Sangaré et Rigoré nous en disent un peu plus. Dans la plupart du temps, souvent c'est pour suivre un effet de mode. Parce qu'on se dit la plupart des filles sont claires, souvent ce sont de belles femmes. Donc les filles ont tendance à se dépigmenter la peau, peut-être l'envie de paraître plus belle. J'aime les femmes claires parce que quand tu les vois en distance, bon, ils ont la beauté quoi. Plus beaucoup quand il fait chaud quoi. Parvenir à obtenir une peau plus claire pour plaire aux hommes, une pression sociale qui amènerait les femmes à utiliser ces produits. C'est la course aux crèmes, lotions, savons, injections et comprimés. Dans son rapport sur la santé publique et l'environnement daté de 2011, l'Organisation mondiale de la santé mentionnait déjà des chiffres alarmants. Environ 25% de femmes au Mali utilisent régulièrement des produits éclaircissants. Tandis qu'au Togo, elles sont 59% et la proportion atteint 77% au Nigeria. Pas de chiffres disponibles pour la Côte d'Ivoire, où pourtant le phénomène de blanchiment de la peau gagne du terrain tant chez les hommes que chez les femmes. La plupart des études menées sur le phénomène montrent que les produits utilisés sont des médicaments détournés de leur usage, en l'occurrence les corticoïdes et l'hydroquinone. Des produits dont les effets néfastes sur la santé ne sont plus à démontrer. Ça n'apporte pas d'abord de la valeur à la femme. Je n'aime pas la femme qui se dépigmente parce qu'elle sente. Et au cas où elle a une petite blessure, les chirurgiens ont des difficultés pour faire la chirurgie parce que les tissus de la peau ne sont plus solides. Même si ce ne sont pas des médecins, on le voit quand même, les femmes qui font des pigments, généralement, elles ont 2 teints. Les spécialistes distinguent 2 types de conséquences liées à la dépigmentation. Elles sont dites locales lorsqu'elles se situent sur la peau. Des brûlures qui laissent des cicatrices, les allergies avec l'apparition des boutons et la noirceur sur les parties exposées au soleil. Mais ce n'est pas tout. L'organisme peut aussi être atteint des conséquences globales qui peuvent conduire à des maladies cancérigènes, l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale. À ces pathologies émergentes s'ajoute aujourd'hui le risque de mettre au monde un enfant à croissance problématique, les problèmes osseux et la cécité. La dépigmentation, un véritable problème de santé publique. Depuis le 29 avril, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de certains produits éclaircissants sont interdites en Côte d'Ivoire. Mais il faut croire que la pratique du blanchiment volontaire de la peau a la peau dure. C'est le cas de le dire, Rigoré. On va partir à présent au grand marché de Marcory. Au premier étage de l'édifice, on remarque la présence de jeunes coiffeurs. Leur spécialité, la coiffure pour dames. Et ce qui frappe chez ces jeunes messieurs, c'est leur allure efféminée. Certains parmi eux mettent cela sur le compte d'être régulièrement entourés de femmes. Le reportage de Doigt des Lasers. Nous sommes au grand marché de Marcory. Dans cet espace, juste au premier étage, un palier dédié à l'esthétique et à la beauté. On y trouve des salons de coiffure pour dames avec comme spécialité les tresses et les tissages. Et ceux qui y travaillent sont tous des hommes dont on remarque tout de suite l'aspect efféminé. Guy Martial est l'un d'entre eux. Cela fait plusieurs années qu'il exerce ce métier. Depuis tout petit, j'ai commencé à tresser mes soeurs, j'ai tressé mes amis de classe. Et c'est là qu'est partie la coiffure, quand j'ai arrêté l'école. Nos amis, pas de moquerie. Au contraire, ils sont satisfaits. Parce qu'avec la coiffure que nous faisons, on arrive à se nourrir, à payer notre maison
à faire tout ce que nous voulons. Leur démarche, gestes et manière de parler s'apparentent plus à la gente féminine, une allure qui a tôt fait de dire d'eux qu'ils sont homosexuels. Ce que refuse Guy Martial, qui affirme que c'est le métier qui les rend ainsi à force de côtoyer les femmes. Souvent, il y a d'autres clientes qui posent des questions, bon, mais elles ne rentrent pas trop dans les détails. Elles disent quoi, par exemple? Non, pourquoi tu es plus féminé, pourquoi tu es féminé, ceci, cela, bon, c'est tout. Les femmes qui nous tassent, ça ne dépend qu'elles. Bon, le truc aussi, c'est la jalousie, c'est tout. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Malgré tout ce que les gens vont dire, c'est notre métier. Nous-mêmes, on encourage aussi d'autres qui ne font rien, de faire comme nous. On est d'aller voler. Ça rapporte, ça fait voyager. Ça ouvre l'esprit aussi. Et puis, ça permet d'avoir toujours de l'argent sur toi. Ça donne de prendre son métier au sérieux et d'économiser. Parce que ici, ça ne paye pas comme nous on veut. La situation porte à équivoque, mais ne dérange nullement les clientes qui préfèrent souvent se faire coiffer par des hommes pour diverses raisons. Avec eux, il n'y a pas assez de dispute au niveau des prix ou bien au niveau des coiffures. Quand tu leur expliques la coiffure que tu veux, ils le font normalement. Quand c'est les femmes, parfois quand ça va commencer, ça va te dire non, la coiffure que tu as choisie ne va pas aller avec ton visage, laisse-moi choisir. Et quand elle choisit, souvent, bon, à la fin, il y a des disputes. J'aime me tresser chez les hommes parce qu'eux, ils se consomment plus. Il y aura qu'on passe maintenant, je préfère plus les hommes. La coiffure pour dames, ce secteur autrefois dévolu aux femmes, est de plus en plus investi par des hommes qui ont un talent certain, mais qui souvent sont à tort ou à raison taxés d'homosexuels. En bref, le calvaire des petites bonnes, elles sont souvent victimes de maltraitance de la part de leurs employeurs, une situation vécue par des milliers de domestiques mineurs au Maroc comme presque partout ailleurs. Pourtant, il existe une loi destinée à limiter les abus dans le domaine. Et c'était le 14 avril 2014. Près de 276 jeunes filles sont enlevées dans un pensionnat par Boko Haram. À la veille du 4e anniversaire de cet enlèvement emblématique, plus de 100 jeunes filles sont toujours détenues par le groupe djihadiste. Selon l'UNICEF, depuis 2013, plus de 1000 enfants au total ont été enlevés par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Et l'Afrique du Sud a rendu hommage à Winnie Mandela, l'héroïne de la lutte anti-apartheid. C'était le 11 avril dernier en Afrique du Sud. Pour rappel, l'ex-femme de Nelson Mandela s'est éteinte à 81 ans le 2 avril dernier. Surnommée la mère de la nation, Winnie reste une icône controversée. Mata Pello avait 2 ans quand son frère a été assassiné en 1989. Stompy, un activiste de 14 ans, a été torturé et son corps retrouvé près du domicile de Winnie Madikizela Mandela, figure de la lutte anti-apartheid sud-africaine. Près de 30 ans après, les circonstances de sa mort restent incertaines. Sa mère se souvient. Peu après, un de ses amis m'a dit que Stompy avait été tué dans la maison de Winnie Mandela à Soweto. Tabiso Mono était l'un des 3 autres garçons kidnappés avec Stompy par le Mandela United Football Club, une branche du Congrès de la jeunesse de Soweto, connue pour sa violence et associée à Winnie. En fait, c'est elle qui a commencé à nous frapper, tous. Et ensuite, les autres ont continué, pendant au moins 1 heure, peut-être 2. Stompy était alors sous la protection de l'évêque Paul Verine, qui abritait de jeunes activistes recherchés par la police du régime d'apartheid lorsqu'il a été enlevé, accusé à tort d'être un informateur. Malgré tout, le religieux garde de l'admiration pour Winnie Mandela. Elle avait clairement quelque chose de mystique, de magnifique, qui en faisait un être humain à part. Mais cet être humain pouvait être à la fois aussi brillant que le soleil et parfois aussi sombre que les ténèbres qu'elle combattait. Pour sa participation à l'affaire, Winnie Mandela a été condamné à 2 ans de prison, une peine rapidement suspendue. Plus tard, la commission de vérité et de réconciliation, mise en place à la fin de l'apartheid, a conclu que la leader avait conscience des violences contre Stompy et avait failli à ses responsabilités. Un membre du Mandela United Football Club, Jerry Richardson, a été emprisonné pour le meurtre du jeune homme en 1990.
Mais cette mort aura entaché à jamais l'héritage de Winnie Mandela. On parle de notre héritage, celui de Johnny Hallyday. Une décision a été rendue. Chaque camp remporte une petite victoire. La justice a ordonné le gel des biens de l'artiste, mais a refusé aux aînés du rocker, Laura Smith et David Hallyday, un droit de regard sur le dernier album de leur père. Le gel ne concerne pas les actifs américains de Johnny. La décision concerne uniquement le patrimoine situé sur le territoire français. Le 13 avril 1975, plusieurs unités de la gendarmerie de N'Djamena font tomber le pouvoir de François Tombalbaye. Le président tchadien est assassiné. On lui reproche sa reculade devant la Libye, mais aussi ses critiques contre l'armée nationale. Pargassoro connaît. Tout commence en mars 1959. François Tombalbaye, dit Ngarta Tombalbaye, est investi par l'Assemblée nationale. Cet instituteur de formation et de confession chrétienne protestante dirige un gouvernement d'union. L'indépendance du Tchad est proclamée le 11 août 1960. Tombalbaye réussit à démettre son rival Gabriel Lisette de tous ses mandats et lui interdit par télégramme de revenir au Tchad. En 1962, il est élu président de la République et dirige lui-même plusieurs ministères en 1966. Sa dérive s'accentue après 1968. C'est à cette date que l'insurrection armée des régions de l'Est et du Nord islamistes oblige la France à envoyer des troupes contre le Front de libération nationale du Tchad. Le Frolina est un mouvement armé tchadien créé le 22 juin 1966 au Soudan par Ibrahim Abacha pour lutter contre le régime sudiste qui discriminait les populations musulmanes du Nord, du Centre et de l'Est. Tombalbaye est réélu en juin 1969. En 1971, il déjoue une tentative de coup d'État orchestrée par la Libye et se lance comme Mobutu du Zaïre dans une campagne d'authenticité africaine, changement des prénoms empruntés de l'Occident aux prénoms d'origine africaine et tchadienne. Lui-même passant de François à Ngarta. Fort Lamy et Fort Achambolt deviennent respectivement N'Djamena et Sar, et initiation culturelle systématique des jeunes garçons issus de l'ethnie Sar. En 1972, il rompt avec la France et avec Israël. Il renoue les relations avec le Soudan et se tourne dans le même temps vers les États-Unis dans le cadre de la recherche pétrolière au Tchad. En décembre 1972, Tombalbaye accepte l'occupation de la bande d'Aouzou par la Libye en échange de l'arrêt du soutien au Frolina. 6 mois plus tard, les troupes libyennes investissent la région et créent une base aérienne près de l'oasis d'Aouzou. Ces critiques relatives aux performances médiocres de l'armée nationale tchadienne dans la guerre civile irritent le corps des officiers. En mars 1975, il ordonne l'arrestation de plusieurs officiers supérieurs après dans une tentative de putsch. Le 13 avril 1975, plusieurs unités de la gendarmerie de N'Djamena, agissant sous la direction initiale de jeunes officiers, fomentent un coup d'État. Il reproche au pouvoir sa reculade devant la Libye. François Tombalbaye est assassiné. L'ancien commandant de l'armée nationale tchadienne, Félix Maloum, arrêté en mars, est nommé président à sa place par un conseil militaire. Maloum dénonce aussitôt le traité signé par son prédécesseur avec la Libye et reprend le soutien aux rebelles libyens opérant depuis le Tchad. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.